Salut les amis, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous consacré forcément au sport auto. Bienvenue chez les Pistonnés, une belle communauté qui est ravie de vous accueillir aujourd'hui. La First Team s'agrandit avec ce nouveau rendez-vous F1. On a désormais justement rendez-vous tous les mardis qui suivront chaque week-end de Grand Prix. L'émission s'appelle les Pistonnés, mais pour reprendre une expression chère à notre idole à tous, monsieur Jean-Louis Moncet, on va se poser une question. Qui sont nos trois principaux belligérants? Et on va vous les présenter bien évidemment tout de suite. Comme Lance Stroll, son papa a monté une écurie autour de lui qui lui a permis de devenir vice-champion de France de karting. Monsieur Brice Germain est avec nous. Bonjour Manu, bonjour à tous. Je n'ai pas eu le même succès que Lance Stroll, mais en tout cas je suis aussi pistonné que lui pour cette première émission. Ravi en tout cas de t'accueillir Brice. Inutile ou presque d'ailleurs de vous présenter mon second, un gentleman driver, youtubeur connu pour sa chaîne des Piélos F1. Monsieur Pierre-Olivier Valette est aussi un pistonné pour cette saison 2019. Salut Pierrot. Salut Manu, salut à tous. Oui, je suis pistonné. Par contre, j'ai un petit rhume, donc ça risque d'être un peu compliqué aujourd'hui. Mais le plaisir va prendre le dessus, c'est sûr. Attrapé du côté de Saint-Marin ce rhume? Imola, ouais. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas aujourd'hui. Enfin, attention, chers amis, car mon troisième a des avis et des envies aussi tranchées forcément au sécateur. Son piston à lui s'appelle Paul Harrer. Et oui, normal, ils étaient un petit peu à l'école ensemble. Exactement. Monsieur Hamza Ramadi est avec nous. Salut Tout à Hamza. fait. Bonjour à tous, ravi d'être ici. J'ai trahi tous vos secrets, les amis. Du coup, c'est pourquoi vous êtes des Du coup, pistonnés. il s'y connaît en F1 ou pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Ça on verra. Ça on verra. Grand fan de Alonso, je n'en dis pas plus, on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Les amis, très rapidement, il y a une semaine, on commémorait les 25 ans de la disparition d'Ayrton Senna, légende parmi les légendes. Alors on lui consacrera forcément une émission spéciale, on n'allait pas commencer pour la première à s'attaquer à une légende de la sorte, puisque j'évoquais cette légende. Quelles sont vos légendes de ce sport? Qui sont les pilotes qui vous ont donné envie de suivre la Formule 1? ouais, Hakkinen, Schumacher, un petit peu Alonso aussi, forcément. Mais ouais, Hakkinen, Schumacher, moi c'est mon époque plutôt. Hakkinen, Schumacher, fin 90, début 2000, quoi, on Ouais, va c'est dire. ça. Hakkinen, moi aussi, ça a été mon premier pilote préféré. Et quand il est parti, j'étais totalement détruit de l'absence de mon Finlandais. J'ai trouvé un nouveau Finlandais qui s'appelait Raikkonen. Et quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'histoire, j'ai découvert le fabuleux pilote qu'était Ayrton Senna. Et ouais. Fernando Alonso, c'est celui que j'ai connu des débuts à la fin. Moi, je suis arrivé en F1, il y avait déjà Schumacher à son apogée, etc. Donc, j'ai pas eu le loisir de les voir dès le début. Et Fernando Alonso, j'ai beaucoup aimé sa période chez Ferrari, surtout où, même Oui, s'il il a n'a tapé pas gagné, Raikkonen avec notamment, en 2014. Laisse-le tranquille. mais ouais, il a été avec parfois un tracteur, on est obligé de le dire, il a tutoyé le titre mondial. Ça s'est joué à pas grand chose, mais Fernando Alonso, c'est en tout cas le pilote qui m'a le plus marqué par sa régularité. Eh bien, je suis content que tu en parles, Hamza, justement, de Fernando Alonso, parce qu'on s'est beaucoup posé la question ces dernières semaines, qui pourrait être le successeur un petit peu d'Ayrton Senna en termes de philosophie, en termes de caractéristiques. Mon avis tranché, mais je sais que vous ne le partagez pas, c'est que Fernando Alonso a cette niaque, cette grinta et cette émotion qui transmet à travers, bien sûr, son pilotage. Allez, les amis, on referme cette page historique. On vous connaît un petit peu plus après, bien sûr, ce premier tour de table. Et nous, eh bien, on revient sur la saison 2019 et on débriefe surtout ce début de saison déjà très intéressant. 4 Grands Prix, 4 enseignements bien sûr avant le retour de la Formule 1 en Europe. Ce sera ce week-end pour le Grand Prix d'Espagne du côté de Barcelone. Les 4 enseignements, on va les regarder bien évidemment tout de suite. Mercedes seul au monde avec un E et un S forcément. Verstappen, l'heure de la maturité. Les Français malheureusement déjà dans le dur. Et puis des rookies plutôt inspirés. Voilà les 4 points sur lesquels on va débattre aujourd'hui. Forcément, on va débuter avec McLaren. 4 doublés, déjà 60 Mercedes. Pardon. Oh là là Mais là. est-ce qu'il connaît la F1 C'est mon côté à l'ancienne, c'est mon côté à l'ancienne, Sinon, désolé. Alonso serait pas parti. Ça y est, c'est mon côté à l'ancienne, désolé. Les flèches d'argent, Mercedes, seul au monde, je le disais, 75 points d'avance. Déjà sur Ferrari, un départ historique, presque inattendu au vu des essais hivernaux. Ah ouais, du jamais vu, Mercedes qui a réussi à battre le record de Williams, je crois, c'était en 93 si je dis pas de bêtises. 92, donc effectivement, Mercedes, 4 doublés en 4 courses. Incroyable, plus quelques petits meilleurs tours en course pour avoir le petit point qui va bien, vu que c'est la nouvelle règle de 2019. J'en ai eu un, c'était Oh Bottas, bon, ça va, c'est Bottas, ok. Donc, Pardon, de ouais, 173 points sur 176. On va pas leur reprocher de pas faire 176. Voilà, bon. Effectivement. Mais ce qu'il y a de très très fort, c'est qu'ils ont démontré qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir la meilleure voiture pour avoir la meilleure équipe. Et là, ils ont clairement la meilleure équipe, la meilleure structure. Et ils prennent les points quand il faut les prendre. Même quand ils sont pas là, ils arrivent à finir devant. Enfin,
ils démontrent à tout le monde que stratégiquement et sur la gestion de leurs pilotes, ils sont clairement au-dessus. C'est ça, ils arrivent à maximiser les contre-performances de Ferrari. On a vu à Bahreïn, quand Ferrari était présent et finalement dû lâcher, Mercedes a répondu présent, est allé chercher la victoire, est allé chercher le doublé. Et c'est très intéressant et on voit, alors il faudra voir sur les prochains Grands Prix et si la saison se dirige bien vers une lutte entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Mais du côté de Mercedes, pour l'instant en tout cas, j'aime bien la gestion du duo pour l'instant. Mais ça fait que 4 courses. Justement, ils étaient en train de dire que après ces 4 premiers Grands Prix, ils voulaient absolument éviter, vu qu'ils prenaient vraiment l'ascendant sur Ferrari, ils voulaient absolument éviter de revivre une situation comme ils ont eu avec Rosberg et Hamilton. Donc pour l'instant, ça se passe bien au sein de chez Mercedes. J'aimerais bien voir si Bottas va réussir à jouer le titre ou pas face à Hamilton. Même si les Ferrari sont pas loin derrière, entre guillemets, il leur faut pas grand chose pour réussir à maximiser la performance. Après, mais je pense que Bottas n'est pas Rosberg. Et il n'a pas le même caractère, il n'a pas le même passif. oh là là, j'ai tellement hâte qu'il gagne le championnat juste pour faire ça. Non, mais c'est pas ça. Au contraire, Bottas peut tout à fait gagner le championnat, mais c'est pas le même caractère et il n'a pas le même passif que Rosberg avait avec Hamilton. Hamilton, ça faisait des années et des années et des années qu'ils se battaient en catégorie de jeunes tout le temps. Ils étaient toujours à se tirer la bourre. Bottas, il est arrivé chez Mercedes en second directement, alors qu'Hamilton a rejoint Rosberg chez Mercedes. Ouais, mais là, il a pris un petit peu l'ascendant quand même depuis le début de saison. Bottas, il est arrivé, il a gagné la première course, il a gagné en Chine, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a quand même un petit ascendant. Et Hamilton, même s'il fait Chine, pas c'est trop Hamilton, je crois, il me semble, et Bakou. Ou c'est Bakou, Bottas. oui, exact. C'est surtout l'état d'esprit J'ai qui est pas regardé intéressant. L'état d'esprit de Bottas, quand on voit le changement entre l'année dernière où c'était le petit larbin, entre guillemets, malheureusement, et cette saison où on a l'impression que c'est un loup. Il s'est Et là, réveillé. pour tout manger. Pour moi, il s'est réveillé et du coup, forcément, là, on n'est pas encore en train de vivre une grosse bataille genre Rosberg-Hamilton, mais C'est trop moi, je tôt. sens que ça risque d'arriver, hein, Ouais, franchement. c'est possible. Moi, je trouve ça beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain que. Pour l'instant, Rosberg, pour le Bottas. moment. Pour Oui, l'instant, ça ne oui. fait que 4 courses. Petite question, les amis. Est-ce que Mercedes dispose de la meilleure voiture aujourd'hui? Ça dépend ce qu'on appelle meilleure voiture. Ouais. C'est là où je voulais vous emmener. Ils disposent, je pense qu'ils disposent du meilleur package, c'est-à-dire qu'ils ont une voiture performante, mais qui savent régler et exploiter à 100%, ce qui est peut-être pas le cas de Ferrari, je pense qu'on en reparlera, mais ouais, ils ont la meilleure combinaison, line-up avec les deux pilotes, et puis la meilleure voiture qu'ils savent bien régler avec les ingénieurs, tout ça. Donc oui, clairement, c'est ça qui les met au-dessus. Après, du côté de Ferrari, on sait que la Scuderia marche mieux avec des températures élevées. On l'a vu à Bahreïn. Sur les 3 autres courses, ça n'a pas été le cas. Mercedes, comme je l'ai dit, a répondu présent à Bahreïn, mais j'ai envie de voir sur plusieurs courses, sur des températures un peu plus adéquates à la F1 finalement, si Mercedes pourra tenir le rythme de Ferrari. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mercedes, sur ses 4 premiers Grands Prix, sur les longs relais, on a l'impression qu'ils sont quand même au-dessus de Ferrari. Puis il y a une fiabilité qui est irréprochable. Ouais. La Deutsche Qualität. Ah bah non, mais absolument. Ils n'ont pas eu un souci depuis le début de saison. Et quand on voit que mécaniquement tout fonctionne bien et que même quand ils sont au coude à coude, Hamilton et Bottas se laissent la place. À Bakou, ça aurait pu plusieurs fois quand même se tirer dans les pattes. Clairement. Ça s'est passé tout à fait correctement et en gentleman driver pour faire plaisir à Pierrot. Donc non, franchement, ils ont le meilleur package mental, ils ont le meilleur package mécanique et ils ont le meilleur package structurel. Donc je vois pas comment ça pourrait mal se passer ou mal évoluer. Mon cher Manu, pour reprendre une expression commune. Jean-Louis Moncey Non, peut-être pas de Jean-Louis Moncey, mais pour reprendre une expression T'as vu l'intro, commune dans le là sport automobile, if you want to finish. Non, pardon, je me suis complètement If you want trompé. to win, you have If to you want finish. if you want to finish first, you have to finish. Magnifique. Il nous pique une citation Et on est- d'Enzo Ferrari. Et on espère bien sûr que j'avais notre noté. régie mettra les sous-titres, pardon, excusez-moi. Pour les non-anglophones, autre enseignement, les amis, vous parliez de gentleman driver. Il y en a un qui pourrait peut-être commencer à le devenir, juste le gentleman, bien évidemment. Oula. C'est notre ami Max Verstappen. C'est son meilleur début de saison en carrière. C'est d'ailleurs le deuxième enseignement qu'on a choisi dans ce début de saison. Un podium, 0 abandon, déjà 51 points et une 4e place au classement, excusez-moi, général. Est-ce que c'est la saison de la régularité pour Max Verstappen? Est-ce que c'est la saison de la maturité pour le Hollandais? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est bluffant, c'est que son début de saison, il est performant, Max Verstappen. On ne l'attendait pas à le voir si vite, si proche de la Scuderia, notamment de Sébastien Vettel, de Charles Leclerc, et de le voir performer là aussi, profitant aussi des défaillances de Ferrari, mais il répond présent. Lorsqu'on voit qu'un Pierre Gasly, malheureusement, on y reviendra tout à l'heure, mais lorsqu'on sait qu'un Pierre Gasly a lui quelques pépins avec sa Red Bull, Verstappen, c'est pas le cas. C'est lui le guide de Red Bull, le numéro 1 de Red Bull, et pour l'instant, il répond présent. Ça fait que 4 courses, on le répète.
mais ce début de saison est prometteur en tout cas pour le Néerlandais. Depuis l'annonce du départ de Daniel Ricciardo chez Renault, Red Bull c'est devenu Verstappen Team et forcément là ils ont construit Donne de la l'équipe confiance. autour de Verstappen. Il y a une pleine confiance dans ses capacités. Il a beaucoup de talent et ça on peut pas lui enlever. Maintenant oui effectivement je pense qu'il a pris un petit peu du plomb dans la tête. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais ça c'est ce qu'on appelle la maturité. Ça vient généralement qu'avec l'âge. Et là oui il commence enfin à être plus âgé. Il a quoi? Il a même pas 20 ans. 21 ans. 21 ans, ouais. donc il est arrivé en F1 très très jeune. Maintenant, voilà, à 21 ans, avoir la maturité qu'il a là maintenant, je sais pas si j'avais la même. Hein. 21 ans et toujours son appareil dentaire, faut le dire quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oh, Brice, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah bah tiens, direct, ça va les bleus. Il y a toujours deux phases importantes dans l'évolution d'un pilote. On a d'abord une espèce d'ascension fulgurante, une démonstration de son talent quand on arrive dans la discipline reine, et c'est normal. Ce que Verstappen a fait, ce que Grosjean a fait à l'époque aussi avec Lotus. Et il y a Qu'on a toujours... oublié depuis. Mais oui, mais justement en fait, ça c'est la moins compliquée des phases en soi, montrer son talent. S'ils sont là, ils en ont du talent. Par contre après, la deuxième phase, c'est réussir à stabiliser des résultats tout en sécurisant en fait ses positions, en sachant gérer une course. Et ça, c'est ce que Verstappen est en train d'apprendre à faire. Grosjean n'a jamais réussi à le faire. Puisque le jour où il a calmé un petit peu son pilotage, au final, il s'est retrouvé plus bas dans le classement, il s'est calmé tout court. Mais Verstappen, il a calmé ses ardeurs. Et aujourd'hui, les points intermédiaires, encore une fois en citant Enzo Ferrari, lui, il va les marquer. Là, il était sur 6 podiums consécutifs, si je dis pas de bêtises, avant Bahreïn. Donc c'est la première fois qu'il est aussi régulier. Et comme disait Pierrot, c'est vrai qu'aujourd'hui, libéré de la pression d'être, entre guillemets, le jeune pilote, mais maintenant être le premier pilote, je pense que c'est un rôle qui est fait pour lui. Il est fait pour dominer et pas être dominé. Et aussi très important ce rôle et cette saison, parce que c'est justement sur cette saison 2019 où on verra si Max Verstappen peut être ce numéro 1 tant attendu pour les années à venir pour Red Bull. Et alors, chose intéressante, il a fait une déclaration incroyable cette semaine expliquant qu'il ne se sentait pas comme le pilote numéro 1 du côté de Red Bull. Que lui faut-il de plus à notre ami Max Verstappen? Sans doute un petit peu de communication. Ouais. On change, troisième enseignement, et là je pense que ça va vous faire réagir. On va parler de nos Frenchies, bien sûr, parler de Renault. Début de saison très délicat, peu de fiabilité, la performance aussi également, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Parler de Romain Grosjean, 0 points, 3 abandons. Parler aussi également de Pierre Gasly, qui a eu quelques difficultés en début de saison. Ça semble s'améliorer, il semble apprivoiser un petit peu plus sa voiture. Votre bilan des Français? Moi, je vais commencer par un point positif, c'est que Pierre Gasly, sur les 4 premières courses, on a vu une progression. Ah oui. Et ça, déjà, c'est pas mal. En revanche, Romain Grosjean et Renault, on n'a pas vu de progression, voire peut-être même une régression, surtout pour Renault vis-à-vis de l'année dernière, où là, effectivement, Franck Montagny le dit très bien quand il fait les grilles de départ, etc., sur les stands et qu'il voit effectivement les voitures et tout. La Renault de cette année, c'est la digne héritière de la Renault de l'année dernière, sauf que le problème, c'est que l'année dernière, la Renault n'était pas incroyable non plus. Donc ils ont signé Ricciardo, c'est bien, mais bon. Mais après, ils ont assumé le fait de faire une voiture qui était moins fiable, mais qui avait plus de performance. Et en vrai, elle a de la performance. Quand elle est, je suis désolé, elle est quand même très régulièrement 6/7e d'un Grand Prix, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Quand elle finit. Ouais, quand même. Je suis d'accord, elle finit pas. L'année dernière, il jouait quand même les premiers rôles pour les meilleurs des autres. La quatrième force. Ce qui est toujours le cas en fait. Bah oui, mais bon, c'est un peu plus compliqué, je trouve. 6 abandons. 5. Reste cool avec le double abandon de Bahreïn, était quand même assez magistral. Il est catastrophique, je suis d'accord. Mais bon, on peut pas en vouloir à une équipe de F1 de tenter un truc, quoi. On peut pas en vouloir à une équipe d'usine, surtout d'avoir autant de moyens et d'être aussi loin derrière Ferrari et Red Bull et puis Mercedes. Mais c'est bien pour ça qu'ils ont besoin de la réglementation de 2020. Et que si les accords sont pas signés, ils vont pas rester très très longtemps dans le bateau, nos amis de chez Vous êtes Renault. inquiet pour cette 4e place, qui avait été, semble-t-il, obtenue la saison dernière, un petit peu consolidée? On verra la fiabilité à partir de quand elle reviendra. Mais je lisais hier Jérôme Stroll qui disait, le président de Renault Sport Team, qui disait qu'il espère, en tout cas en termes de performance moteur, être proche de Mercedes fin 2019.
Dis donc, va petit falloir doute. se réveiller parce qu'ils sont Il y a quand un même petit en doute. F1 en termes de motorisation depuis un bail, quoi. Ah oui. Donc, il serait temps d'arriver au niveau de Mercedes. Et surtout, le plus gros problème, c'est que ça fait beaucoup d'argent dépensé. Ils avaient, quand ils sont revenus en F1 en 2016, ils avaient annoncé un plan pour dire 2019, première victoire, même 2018, premier podium, ou 2019, Ça. premier podium, première victoire peut-être. 2020, champion, on joue le titre. Les gars. Non, là pour l'instant, c'est pas du tout le cas et je pense que ce sera pas le cas cette année. Petit tour de table très rapide parce que le temps passe vite. Est-ce que le Français le plus inquiétant de ce début de saison est Romain Grosjean? Oh, comme Clairement. début de saison. Oui. Question à 1 euro, hein, vraiment. Oui. Un centime, attends. Un centime. Clairement, il est inquiétant et moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il soit encore là en fait. Je vois pas ce qu'il démontre en F1 depuis quelques années pour mériter d'être encore là. Surtout quand on sait le nombre de pilotes qui ont du talent et qui n'arrivent pas à rentrer pour des problèmes de baquet. Lui, je suis pas sûr qu'il amène énormément d'argent à As. Oh, quand même. Oui, mais Il y a un petit chécos quand même qui Ouais, mais des chécos plus gros, il y en a. Hein. Oui, Derrière bien sûr. Catland, il y en a énormément. Donc, franchement, après, Grosjean, c'est un Grosjean, pilote rapide, on peut pas le nier. C'est quand même un pilote rapide. Il fait sûr. 3 Dans ses Q3 bons jours, il est hyper en rapide. qualif. Je Le suis problème, d'accord. c'est ça. Là aussi, on parle de fiabilité pour Renault. Romain Grosjean n'est pas fiable. Romain Grosjean n'est pas fiable. Le nombre d'abandons, on l'a vu la saison dernière, on le revoit cette saison. Il a la voiture pour aller signer je vais dire des podiums, peut-être pas, mais il a la voiture pour aller signer des top 6, top 7, et pourquoi pas plus haut s'il y a des défaillances devant. Sauf que cette saison, il ne le fait pas. L'an dernier, il ne le faisait pas non plus. Et là, ça commence à devenir vraiment. Mais évidemment, heureusement qu'il y a Kevin Magnussen chez As. Il y a quand même une petite chose, mon cher Un Manu. petit bémol à mettre. Un petit bémol à mettre. Mais c'est mon C aujourd'hui. Petit bémol à mettre, c'est que la As cette année fonctionne un peu moins bien que l'année dernière, ou en tout cas dans le début de saison de l'année dernière, et ils ont un peu de problèmes vis-à-vis des nouveaux pneus Pirelli. Ouais. Donc c'est aussi ça à mettre en relief. Eh bien, on va attendre. En tout cas, il faut être patient. La saison 2018 nous a appris qu'il fallait être patient avec Romain Grosjean. On le sera, mon cher Romain. Et on te salue bien fort, on t'apporte beaucoup de force. Parlons, et là, très rapidement des rookies, les amis, parce qu'on est complètement débordés. Il y a tellement de choses à dire dans cette émission. Lando Norris chez McLaren, George Russell, bien sûr, chez Williams, et Alexander Albon du côté de Toro Rosso. Albon et Norris, on les a vus, de top 10, comme vous le voyez sur cette très belle photo, assurée en 4 courses. C'est sûr que Russell, il les verra pas. Voilà, Russell, je pense qu'il les verra pas. Il verra peut-être pas les points cette saison avec cette Williams assez catastrophique, il faut le dire. Mais par contre, il domine. Notre ami Robert Kubica, on le sait, très handicapé, mais quand même, c'est une belle perf pour ce George. Non, c'est clair, c'est une belle perf pour le vainqueur de la Formule 2 2018, qui apprend difficilement le métier de pilote de F1 dans une écurie qui est à la ramasse complet. Donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, le fait de travailler sans avoir vraiment de pression, parce qu'ils sont tellement loin qu'en termes de pression, voilà. Il n'y a pas de pression quand t'as Kubica. Elle est plutôt dans le vert chez Williams. Ouais, là c'est un petit peu. Et puis comme il y a Kubica à côté, pareil, Kubica, je pensais qu'il allait être soit dans les mêmes temps que Russell, et effectivement c'est plutôt le cas, soit il allait être complètement largué. Donc au final ça va, mais ça montre aussi qu'une F1 ça se conduit assez. Ouais, mais Russell, il a fini ses 4 courses devant Kubica et les 4 qualifications devant Kubica aussi. Je te rappelle son départ à Kubica à Bakou. Oh là. Ça tire tout droit dans le deuxième virage. Si on avait les images. Malheureusement, nous n'avons pas les droits. Ah, mais ça aurait été court, ça aurait été 15 secondes. Votre petit chouchou là parmi ces rookies, on sait que. Albon. Et on en. C'est Albon. Ouais. Albon, j'aime beaucoup ce que fait Albon. Son Grand Prix de Chine, il a été extraordinaire. Il est parti des stands, il finit dans les points. C'est un rookie, on ne s'attendait pas à le voir. Honnêtement, je pense que personne autour de la table n'aurait misé sur un Copex sur lui en tant que il rookie revient de du l'année. diable Vauvert, faut le dire. C'est extraordinaire. Il fait 3e déjà en GP2 l'an dernier. C'est même pas le meilleur au championnat. Et puis il a fait un pari énorme, c'est-à-dire qu'il avait un baquet en Formule 1, qui est quand même moins mis en danger qu'un baquet F1. Et en plus, il va dans la filière Red Bull. Donc la filière Red Bull, normalement, en 3-4 courses mauvaises, on vous oublie très très vite. Donc c'est un gros pari, il l'a assumé. Il a mis de la maturité dans son pilotage très rapidement. Donc Albon, gros coup de cœur. Et Norris aussi. Albon, ça se voit, il prend le plaisir à piloter, c'est tout. Il est là, il se fait kiffer, quoi. Et du coup, quand tu te fais kiffer et que tu pilotes forcément bien, donc ça c'est une bonne chose. Et Norris, moi j'avais pas mis beaucoup d'argent dessus, même au contraire, j'étais un peu réticent à ce qu'il arrive en F1. Il m'a prouvé totalement tort, donc bravo à lui. Et il profite forcément, ça aurait pu être le 5e enseignement, du retour un petit peu au premier plan quand même de McLaren. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette saison. Voilà pour les enseignements de ce début d'année 2019. Il y a une écurie, il y a un homme dont on n'a pas parlé, Ferrari, Charles Leclerc. Forcément, c'est eux qui ont trusté l'attention dans ce début de saison. Ça tombe bien, on en débat tout de suite.
Je vous le disais, le monde de la Formule 1 n'a qu'un mot à la bouche en ce moment, c'est bien évidemment celui de Charles Leclerc. Il y a des stylos qui volent ici dans ce studio. On sait que le Monégasque a déjà marqué les esprits en piste. Sa gestion au sein de la Scuderia soulève aussi également de nombreuses questions. Mattia Binotto avait pourtant établi une hiérarchie assez clair durant les essais hivernaux. On va regarder un petit peu cette déclaration. Il expliquait bien, que l'avantage serait donné à Sébastien Vettel puisqu'il a plus d'expérience, plus de chances également de jouer le titre. Mais ça, c'était en février. Le monde de la F1 va très très vite, les amis, puisque depuis Bahreïn, la presse italienne n'a Dieu que pour notre ami Charles Leclerc, le Monégasque. Regardez cette petite citation du Corriere della Sera, le Corriere della Sera qui justement demande à ce que la Scuderia Ferrari donne les pleins pouvoirs, le brassard de capitaine à Charles Leclerc plutôt qu'à Sébastien Vettel. Et puis, il y a eu cette erreur, bien sûr, en qualification de Charles Leclerc à Bakou. Et là, cette semaine, c'est Jacques Villeneuve, tout simplement, qui a remis une bonne couche, une bonne tartine, en disant ceci, en posant cette question qui nous a inspiré ce débat. Ferrari aurait dû privilégier la stabilité et prolonger Raikkonen pour mettre Sébastien Vettel dans les meilleures conditions possibles. Leclerc est rapide, il est prêt. C'est Ferrari qui n'est pas prête pour ce genre de situation. Alors, la question, les amis, que je vais vous poser aujourd'hui, Ferrari a-t-elle fait une erreur en engageant Charles Leclerc? C'est un brin provocateur. Alors, moi, je pense que c'est pas une erreur. En revanche, ce que dit Villeneuve, c'est plutôt vrai parce que Ferrari n'était pas prête à dealer avec un Leclerc aussi rapide, même en donnant l'avantage à Sébastien Vettel. Et c'est ça le problème, c'est que ils ont toujours été numéro 1, numéro 2. Ils se retrouvent avec une espèce de Hamilton-Rosberg entre guillemets en termes de performance. Les deux vraiment sur un pied d'égalité, voire un petit avantage pour Leclerc quand même, puisque Vettel a un peu perdu de sa splendeur. En perf pur, Leclerc est devant, je suis désolé. Oh, ça y est. Ça va m'énerver. Mais depuis le début, bien sûr qu'il est devant, mais après, à un moment donné, tu vois, je veux dire, le truc, c'est que ils sont. Ferrari a toujours été habitué à faire 1 et 2, avoir un pilote numéro 1, un pilote numéro 2. Ils voulaient que ça se passe en mode Sébastien Vettel devant, Charles Leclerc derrière, et sur la piste, ça se passe pas du tout comme ça. Donc c'est le problème, c'est un énorme. La dernière fois que Ferrari a été champion du monde des constructeurs et des pilotes, c'est une année où il n'avait ni pilote numéro 1 ni pilote numéro 2. Oh là là, ça c'est de la mauvaise foi. Ça c'est de la mauvaise foi. Ça c'est de la mauvaise foi. Mais Raikkonen était numéro 1 tous les jours. Non, bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais Felipe Massa, c'était le faire valoir. Non, mais Felipe Massa, en jamais. Non, mais il y a des performances tout au long de la saison, mais en termes de hiérarchie, Kimi Raikkonen démarre la saison en tant que numéro 1 et Felipe Massa en tant que numéro 2. Bien sûr. Et là, c'est de la même manière. Sébastien Vettel est le numéro 1 et Charles Leclerc le numéro 2. Même à l'époque, il disait en 2007 que oui, pour l'instant, c'est pas trop. On a peut-être un numéro 1, peut-être un numéro 2. Et puis à la moitié de saison, ils ont fait ouais, c'est Raikkonen qui va jouer le titre, let's go. Bien sûr que oui. Même en 2008. Raikkonen, à la moitié de saison, il a 2 victoires. C'est en France et en Australie. C'est tout. Massa, il est devant au championnat. C'est après qu'il le remet et qu'il lui met 4 victoires. Il y a une victoires différence en fait. Et tu veux pas comprendre qu'il y a une différence entre la hiérarchie établie par Ferrari et ensuite les résultats. Peut-être que Felipe Massa cette année-là était meilleur en termes de résultats, comme Charles Leclerc l'est aujourd'hui. Peut-être. C'est une évidence même. Mais la politique de Ferrari, ça a toujours été d'avoir un numéro 1 et un numéro 2. C'est historique. C'est historique, ça a toujours marché comme ça. Et là, cette saison, le problème, c'est que Ferrari, malheureusement, on a l'impression, a certainement sous-estimé Charles Leclerc. Il ne s'attendait pas à voir un Charles Leclerc aussi performant, aussi rapidement, et un Sébastien Vettel qui est, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, un peu à il a perdu la ramasse, flamme, même pas. Mais je suis désolé, mais il a perdu de ouf la flamme, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Il est là, mentalement, il est perdu. Il dit ouais, c'est plus vraiment un sport, c'est un show. Ouais, mais je sais pas, les circuits sont pas bien, machin, ou la voiture est pas bien, ou ceci ou cela. À chaque fois, il y a une excuse et on sent dans ses déclarations, dans sa manière de se comporter que la F1. Ça le saoule un peu. Il y a encore eu une déclaration il y a quelques jours. Il ne cherche pas forcément à rentrer dans l'histoire de la F1 si on l'oublie dans quelques. Mais oui. Il a dit qu'il avait des quadruple champion du monde, garçon. Mais bien sûr. Il a dit qu'il avait des difficultés. Champion du monde. Bah oui. Déjà. Il a dit qu'il avait des difficultés actuellement avec sa voiture. Pour comprendre sa voiture, on a une petite déclat justement qui résume tout ça. Est-ce que dans ces cas-là, Ferrari doit inverser, si j'entends ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une hiérarchie établie, numéro 1, numéro 2, est-ce qu'il faut inverser? Est-ce qu'on peut inverser du côté de c'est trop tard. Je te désavoue si tu fais ça. C'est trop tard, mais évidemment. Je te désavoue et ta communication, elle est ruinée. Et tu termines mentalement, tu le tues, Sébastien Vettel. C'est fini. En termes de communication. C'est fini. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais tu vois, moi, le problème que j'ai avec la déclat de Villeneuve, c'est que tu nivelles par le bas. C'est-à-dire que tout fan de Raikkonen que j'ai pu être, Leclerc, c'est une énorme avancée pour Ferrari. Et d'avoir un pilote, vraiment une pépite au sein de son équipe. Et je vois pas comment, quand tu es
une équipe sportive, tu ne peux pas chercher à avoir les meilleurs éléments chez toi. C'est tout. Ouais, mais envoie-moi le volant dans la gueule si tu veux, il n'y a aucun problème. En attendant, oui, effectivement, il faut avoir le groupe le plus solide. Effectivement, voilà. je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi Leclerc en serait un problème? Le vrai élément défaillant. Mais c'est pas Leclerc le problème. Le non, problème, c'est la Ferrari. voiture. C'est Ferrari C'est la le voiture le problème. Non, mais Mais ils n'arrivent pas à régler leur punaise de voiture. Que Ferrari ait on va dire un staff technique qui sache gérer de pilotes, qui sachent gérer des stratégies, et Vettel Leclerc, ça marchera très bien. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il n'y a plus Rose Brown, il n'y a plus Jean Todt, depuis ils sont paumés. Je suis pas Je d'accord. réponds pas. Si, Pierrot, si. Non mais parce que le problème c'est qu'ils ont une voiture ultra performante qu'ils n'arrivent pas à régler et le problème vient de là. Leclerc comprend un peu mieux la voiture que Sébastien Vettel et du coup forcément Leclerc se retrouve devant. Donc c'est problème de riche et la déclat de Villeneuve, certes elle est pas 100% vraie, mais on peut pas nier le fait de se dire on a préparé une voiture qui va être à la pointe en termes de perfo, il nous faut forcément 2 mecs qui sachent bien la régler, ce qui est potentiellement le cas de Raikkonen. Raikkonen a toujours été un très bon metteur au point et ça on peut pas le nier, surtout avec la McLaren 2005 que Montoya n'arrivait pas du tout à régler alors que Raikkonen faisait des perfs incroyables dessus. Donc clairement le problème vient de la voiture et là forcément garder Raikkonen ça aurait pu être une bonne option. Laisser Leclerc faire 2 saisons c'est pas incroyable non plus, c'est pas trop grave, c'est pas ça qui va lui enlever son talent. Bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que en laissant Raikkonen, le truc c'est que tu ne mets pas Vettel en difficulté. En fait, je trouve que pourquoi tu veux mettre ton numéro en difficulté? Tu fais pas une écurie de F1 pour mettre en difficulté ton pilote. Je te dis pas qu'il faut le mettre en difficulté, je te dis simplement qu'en fait, il faut arrêter de dorloter un type qui est censé être un quadruple champion du monde et avoir le mental d'un des plus grands sportifs de l'histoire. Raikkonen avait qu'à être plus performant. Aussi. Mais je suis désolé, mais il l'a été très C'est vrai que régulièrement. c'est le dernier vainqueur de chez Ferrari quand même. Hein. Oui, dernier vainqueur de titre, dernier vainqueur de course. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais en vrai, à chaque fois que Raikkonen était plus rapide, on lui a mis une consigne, on lui a fait une stratégie différente et il s'est retrouvé derrière. Monaco 2017, Hongrie 2017. Enfin, il y a un nombre de cas comme ça qui sont énormes. Et ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Hein Ça dépasse pas 5. En tout cas, à chaque fois que ça aurait pu être possible, ça ne l'a pas été. Mais Kimi Raikkonen, enfin on va pas revenir sur le passé puisqu'on parle du présent, mais Kimi Raikkonen n'a pas été performant sur la régularité sur ses nombreuses années chez Ferrari. Ah ouais, la deuxième version Raikkonen après son retour de chez Lotus. Mais pour en revenir au cas Vettel-Leclerc, du côté Ferrari, il faudra vite trancher. Soit on confirme le choix de Vettel numéro 1, Leclerc numéro 2, mais ça aussi il faut que Charles Leclerc, on lui fasse comprendre et l'assimile. Soit on continue dans un espèce de brouillard, un flou qui va amener à la chute de Ferrari cette saison. Parce que tu as déjà 70, 74 points de retard sur Mercedes après 4 courses. Après 4 courses, 2 doublés à faire. Hein. Après, rappelons-nous aussi qu'on a une saison à 21 Grands Prix, que Ferrari n'est pas si loin que ça en termes de performance de Mercedes, donc le retard est rattrapable, mais il va vite falloir gérer ce duo Vettel-Charles Leclerc. En fait, le retard de performance, il est rattrapable, mais le retard on va dire de gestion, ça, c'est plus difficile. Exactement. Et j'ai envie de vous poser une question, les amis. Mattia Binotto, on le sait. Alors, il est gentil. Qui est, je crois, arrivé au sein de Ferrari en 95, à l'époque où Jean Todt c'est un profil technique qu'on a mis au management de cette écurie. Est-ce que, quelque part, quand on voit ce duel Vettel-Leclerc et l'inexpérience, entre guillemets, dans le management d'une grande écurie du côté de Mattia Binotto, là, c'est vrai que j'enfonce un petit peu les portes, vous ne serez peut-être pas d'accord avec cet avis-là. Non, je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, est-ce que ça ne va pas commencer à devenir problématique 2019 aurait dû être l'année de la consécration pour Ferrari. Ouais. C'est pas sur cette année. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas sur cette. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que sur une année 2019 aussi importante pour Ferrari, c'était pas forcément l'année pour lancer un Mattia Binotto. Après, est-ce que il va apprendre le métier et je pense qu'il va lui aussi prendre de la bouteille et faire les bons choix en termes de déclaration, etc. Mais je suis pas sûr qu'à la base nommer Binotto pour une année aussi importante fut le meilleur choix de Binotto, et puis t'as pas de mec comme Loda chez Mercedes ou comme Marco chez Red Bull qui va gérer en fait tes pilotes, leur manière de faire, leur mettre la pression en fait par rapport à leur comportement.
c'est freeride chez Ferrari. Hein. Non, il manque clairement une tête d'affiche un peu dans cette écurie, comme on a chez Renault avec Prost, comme on a, tu l'as dit, chez Mercedes avec Lauda. Bon, maintenant, il est plus trop là, mais on espère qu'il va revenir. Mais il manque une grosse tête qui permette de reposer tout à plat pour les pilotes, seulement les pilotes qui s'occupent pas du développement technique, machin, de la voiture. Donc, c'est ça qui manque aujourd'hui à Ferrari. Qui pourrait avoir ce rôle-là, j'en sais rien, honnêtement, mais ouais, il manque quelque chose. Tu vois, ils en ont jamais eu besoin parce qu'ils ont toujours eu des pilotes d'expérience, donc qui savaient se gérer. Et c'est, comme on l'a dit, une des premières fois où ils recrutent un pilote qui a 22 ans. Donc du coup, plus fougueux que la plupart des pilotes qui recrutent habituellement. Et par conséquent, cette gestion-là, ils n'ont plus l'habitude de la faire et il va falloir vite que ça vienne en tout cas. Mais de toute façon, un retour de Ferrari au premier plan ne passera que par un Sébastien Vettel de retour lui aussi au premier plan. Il fait beaucoup trop d'erreurs depuis maintenant plusieurs mois pour que Sébastien Vettel. Ouais, mais année, tu peux te dire, bon, Ferrari n'avait pas forcément la voiture pour jouer le championnat. Là, ça fait 2 ans quand même que tu as Singapour 2017, le potentiel de là. À partir de Singapour 2017, il y a eu un problème. Ouais. Il y a eu un problème. Et là, Non, c'était juste pour vous relancer. Ce week-end, Grand Prix d'Espagne quand même. On sait que Ferrari était les plus rapides. Alors, c'était les essais hivernaux. On sait qu'il y a énormément d'intox lors de ce genre d'exercice. C'est le moment ou jamais, on imagine, pour Ferrari pour relancer la machine, pour essayer de il y revenir aura au championnat. Il y aura aussi des nouveautés en termes de développement technique, que ce soit chez Ferrari, chez Mercedes, chez toutes les équipes finalement. Mais Barcelone est un premier tournant de la saison. Ouais, bah, ça va être comme d'habitude, ça va être un peu une purge en fait. Ouais. Barcelone, Souvent. on se fait toujours un peu suer, même carrément chier parfois. Donc, non, mais clairement, le Barcelone, ça va être un tournant pour Ferrari. J'espère qu'il va faire suffisamment chaud pour eux pour qu'ils puissent exploiter leur voiture, pour revenir dans la course, parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Vu qu'on a eu les 6 heures de Spa-Francorchamps et qu'il a neigé, je suis pas tout à fait sûr de la météo à Barcelone. Là, pour le coup. Merci beaucoup Sébastien Follin. Ok. Oui, son avis sur le Grand Prix de Barcelone est très rapide. Comme a dit Pierrot, c'est un tournant. Et puis d'autant qu'après, ce qui suit Barcelone, c'est des circuits qui vont pas forcément être pro Ferrari. Et on va partir sur une tournée après au Canada, il va y avoir Monaco. Bref, si Ferrari veut reprendre des points, entre guillemets, dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec un circuit qui lui convient et avec des températures élevées, c'est là qu'il faut le faire. Et il faut arrêter de perdre des points en route, là, parce que Serge, je te disais tout à l'heure que la saison n'est pas finie, mais elle a déjà bien commencé. Et 74 points à reprendre, déjà... va falloir que Ferrari s'active et Ferrari faut faire le doublé le cheval cabré. Elle est magnifique celle-ci. Ça sera Allez. le mot de la fin de ce débat. Merci les amis. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à nous donner votre avis, bien évidemment, concernant cette question autour de Ferrari, autour, bien sûr, de Charles Leclerc. C'est l'heure maintenant du décryptage. On va parler forcément des nouveautés. Les nouveautés, bien sûr, de cette nouvelle saison 2019. Il y a eu quelques petits changements en attendant peut-être les accords Concorde de 2020. Ça, on les espère et on en parlera dans cette émission. Mais avant cela, Pierrot va évoquer, nous expliquer en tout cas les changements et surtout les conséquences de ces changements. Absolument Manu, merci. Effectivement, cette année en 2019, on a eu déjà pas une révolution technique comme tu l'as dit pour 2020 qui devrait arriver, que ce soit pour le châssis, l'aéro et même pour le moteur. Là, on est plus sur un changement mineur en termes d'aérodynamisme. C'est pas tout à fait une révolution, mais on va dire mineur parce qu'on change à peu près que les ailerons, grosso modo. Vous avez à gauche ce qu'on faisait en 2018 et à droite ce qu'on faisait en 2019. L'aileron avant est plus simple, plus large. On augmente la largeur de 20 cm, donc c'est assez énorme. On va voir ce que ça va donner et surtout on voulait le simplifier. C'était ça le mot d'ordre. Simplifier absolument ces ailerons avant qui rejetaient beaucoup d'air sur le côté des voitures et qui faisait que les voitures qui se suivaient n'arrivaient pas tout simplement à se suivre. Donc c'était le gros problème et ça empêchait de provoquer, d'inciter les dépassements. On avait souvent des pilotes qui se mettaient à 2 secondes les uns derrière les autres. L'aileron arrière aussi est plus large, plus haut, plus simple aussi. On a enlevé justement les fameuses petites stries que vous avez sur le côté gauche. On l'a rehaussé, on l'a mis plus large, plus grand donc, avec un DRS aussi plus prononcé, donc le giga DRS tout simplement, qui donne effectivement un énorme avantage en termes d'aérodynamisme et surtout en termes de vitesse de pointe. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce DRS est pas forcément le mieux pour le spectacle puisque
on revient tellement vite sur la voiture devant que finalement on la dépasse dans la ligne droite avant même la zone des freins, ce qui fait un dépassement en ligne droite pur et simple, et ce qui est un petit peu dommage et ce qui empêche le combat, on va dire, rapproché. Ce serait un peu comme une femme qui se referait les seins, qui mettrait tout de suite un bonnet H, quoi, grosso modo. Oui, on va Un dire peu ça ça. comme ça. Très belle apologie. Juste pour savoir. Oh la vache, bien joué. Après, effectivement, on a eu d'autres petits changements, on va dire, sur la voiture en termes d'aéro. On parlera un petit peu plus tard dans cette émission, je pense, des changements de pneus, etc. Mais là, on a ce qu'on appelle les brake ducts, donc les winglets sur les écopes de frein qui ont été interdites, qui sont en fait justement des petites winglets qui permettent de rediriger le flux d'air autour de la voiture vers les side pods, vers les côtés de la voiture, justement pour alimenter tout cet air-là et le rediriger vers l'arrière de la voiture pour créer plus d'appui aérodynamique et donc prendre les virages plus rapidement, on va dire. Il y a aussi les bargeboards qui sont moins hauts et plus long, pardon. La zone qui est donc la plus travaillée aérodynamiquement parlant. Clairement, c'est là où tout le travail se fait désormais aujourd'hui en Formule 1. C'est là où on a vraiment des vraies pièces d'orfèvre, hein, on va dire, en termes d'aérodynamisme. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, là vous avez l'exemple typique sur la Mercedes W10 de cette année qui ressemble un petit peu à ta coupe de cheveux, cher Manu, en termes d'aéro. Je suis pas sûr du flux aéro sur tes cheveux, mais en tout cas, voilà, ça ressemble un peu à ça. Prends bien l'air, Manu. J'ai mon DRS aussi, hein, forcément, pour présenter cette émission. D'autres petits changements aussi, Pierrot En fait, là, on est plus sur les effets sur la monoplace, on va dire, et sur la compétition. Là, on va avoir ce règlement a été fait justement pour permettre aux voitures de se suivre les unes par rapport aux autres. Ça s'est assez vite confirmé, notamment en Australie, où les voitures arrivaient à suivre, n'arrivaient pas encore à se dépasser, mais en tout cas, les voitures se suivaient d'assez proche, et ça, c'était une plutôt bonne chose. Et puis, effectivement, malheureusement, le DRS est devenu, je pense, un petit peu trop puissant, ce qui, au lieu de rapprocher la voiture, on la dépasse carrément, et du coup, c'est un petit peu dommage, quoi. Petit bémol là-dessus quand même, c'est qu'on sort de 2 grands prix où il y a des grosses lignes droites. Et du coup, effectivement, ça se sent plus. Mais il y a des grands prix où ça se verra comme un peu moins, et ce DRS va pas non plus tuer toutes les courses. Non, bien sûr, faut toujours un petit peu rectifier la chose, mais effectivement, c'est un DRS qui est devenu peut-être trop puissant. Donc à ce moment-là, peut-être à voir ce que la FIA va faire, si on va réduire les zones DRS, si on va les mettre peut-être plus en amont de manière à avoir une zone DRS et puis à fermer justement l'aileron arrière pour avoir les deux voitures qui vont arriver en même temps sur la zone de freinage. Donc à voir ce que ça va donner. Et encore une fois, ça va être à la FIA de trancher sur ce genre de choses. Et on débattra forcément, les amis, sur le DRS cette saison, parce que je sais qu'il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre, et on aura l'occasion, bien sûr, d'en débattre. La moustache de Vettel, c'était pas dans le nouveau règlement, ça, hein? Non Donc, plus. juste un choix comme ça. Chaque année, il nous fait Je pensais que c'était une obligation. un Il y avait eu délire rasé sur les côtés aussi l'année dernière. magnifique. Merci pour ce décryptage, en tout cas, Pierrot. Toujours un plaisir d'avoir votre petite touch, votre petite patte, chers amis. Et à chaque émission, un pistonné viendra vulgariser, entre guillemets, des termes techniques et une approche aussi autour de ce sport, pour que peut-être les plus novices d'entre vous puissent mieux comprendre de quoi il s'agit. On attaque les news tout de suite. L'actualité de cette semaine et surtout des punchlines, les amis. Allez, on commence avec la première. Fernando Alonso, vainqueur des 6 heures de Spa, bien sûr, sous la neige cette semaine. Il a annoncé qu'il ne poursuivrait pas le programme Endurance avec Toyota. On l'annonce déjà sur le prochain Paris-Dakar, mais il a surtout déclaré ceci, que tout simplement la F1 ne lui manquait pas. Très rapidement, je vais commencer avec toi, Hamza. C'est pour toi, ça. La F1 ne lui manque pas, ça, c'est son avis personnel. Moi, je pense qu'on verra le mercato d'été, le mercato en fin de saison, du côté des grosses têtes d'affiche, des grosses équipes, Sébastien Vettel chez Ferrari. On ne sait pas. On verra. Mais je pense que vraiment si Fernando Alonso se retrouve avec une proposition et une voiture qui lui permet peut-être d'aller jouer la gagne, je pense qu'il peut revenir très très rapidement en F1. Alonso, il a dit que quand il est parti de chez Ferrari, que c'était pas une erreur d'aller chez McLaren. Donc Partout où il va signer, en fait, c'est jamais une erreur. Ouais, alors qu'en fait, il en a fait beaucoup quand même. Non, il a fait une allongite aiguë. C'est-à-dire qu'il nous sort une phrase pour dire ouais non, je regrette pas. En vrai, je suis sûr qu'en voyant les performances de la McLaren cette année, en sachant qu'il a participé pendant 3 ou 4 ans au développement de cette voiture, il doit avoir un peu les boules quand même. Donc s'il a une belle proposition, je suis pas sûr qu'il revienne pas, à mon avis. Rapidement sur Alonso. Rapidement, on résume ça en une phrase, Veni Vidi Vici pour Alonso aux 24 heures du Mans avec Toyota. Bon bah voilà, il n'y avait pas énormément de concurrence, mais il l'a fait. Il est vainqueur des 24 heures du Mans, c'est ce qu'il voulait faire.
Racing Mission Indianapolis. accomplie, on passe à autre chose. Mhm. Hein Racing Indianapolis. Voilà. Il a une Triple Crown. telle aura qu'il ira où il voudra. Eh bien écoutez, on suivra ça. Une autre punchline les amis, ça concerne encore un transfert qui a été réalisé l'an dernier et forcément l'artilleur s'appelle Helmut Marko, on devrait beaucoup en parler je pense dans ces Docteur. news tout au long de cette saison. Il a déclaré ceci à propos de son ancien protégé Daniel Ricciardo. Daniel s'est fait berner par les beaux discours de Renault. Vous êtes d'accord avec Helmut Marko? Vous n'êtes pas d'accord avec C'est trop tôt, c'est moi, trop tôt. Moi, je Ouais. dirais à moitié berné. À moitié d'accord avec, avec Helmut Marko parce que, en fait, Ricardo s'est pas fait berner totalement puisque Renault a quand même un plan de développement. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à le faire. Et du Oui. coup, Ricardo s'est un peu fait avoir. J'espère qu'il a une clause de performance qui lui permet de partir de chez Renault. Auquel cas, ça va être très très dur et la suite de sa carrière risque d'en prendre un coup. Et puis Marco est un homme excessivement orgueilleux, c'est vrai. qui décide de tout, et quand il n'a pas la main sur quelque chose, et quand il s'est laissé prendre Daniel Ricciardo comme ça, je pense qu'il l'a encore mauvaise. Donc là, en voyant les résultats de Ricciardo avec Renault, il peut balancer une petite phrase, ça lui fait du bien. Il lâche son Ouais, venin ouais. là comme Ouais, ça. ouais, Mais là, Ça c'est sort, la classe de Red Bull en fait, tout simplement. Tout simplement, pas d'autre Vous avez mot. vu le docu Netflix, vous avez pu voir à quel point Red Bull était classe. Oui, non, Donc, mais, c'est ça. Non, mais de toute façon, Non, mais en Helmut plus, c'est trop Marko tôt, est c'est vraiment- rentré 5 Ouais, ans. clair. Là, fallait vendre des canettes, donc il fallait faire un petit, Après, une on petite peut, punchline, quoi. on peut peut-être être sur une chose, c'est que Ricardo apportera plus à Renault sur la première année que Renault n'apportera sans doute à Ricardo. Ouais, ça, c'est- on c'est savait évident. déjà en C'est évident. l'année dernière. Il fait un pari comme Hamilton a fait en 2013. C'est ça. Là, c'est la première saison d'Hamilton chez Mercedes, elle est catastrophique. Hmm. Enfin, quand il part chez McLaren, on se demande Catastrophique. C'est dur, Non, ouais. avec Mais une septième au victoire championnat. avec Mercedes, 6e au championnat ou 7e au championnat, je crois. Ouais, Il part il chez un avait pas la McLaren qui voiture. joue le titre à cette époque-là. ouais. Moins que Red Bull et Ferrari, mais quand même, il prend un risque quand il part. Ricardo, il prend un risque pour être premier pilote et définitivement Et il premier pilote, quelque part. Et puis avoir un Max Verstappen dans les pattes qui lui met des tacles au genou tous les week-ends. Donc, non, franchement, je pense pas qu'il soit fait berner. Il veut faire partie intégrante d'un gros projet. Si ça marche pas, tant pis, mais en tout cas, il a tenté son coup. Faut que les accords Concorde soient signés Ouais, en 2020-2021, ça c'est la condition Et qu'ils- extrême. et qu'ils soient favorables à et qu'ils Renault soient aussi. favorables à Renault, et si c'est pas le cas, Ricardo est dans la mouise. Eh bien, on suivra ce dossier, vous l'avez bien compris, de très près. Et juste pour terminer, une super exclue. On faisait partie des 6 journalistes invités du côté de Hambourg, du côté de l'Allemagne, bien Les évidemment. pistonnés donc. Pour aller essayer, on était pistonnés pour aller essayer ce F1 2019. On vous a résumé un petit peu les petites nouveautés. Alors, mode de carrière incroyable, je sais que Pierrot va nous attraper parce qu'en effet, on peut commencer par la F2 en mode carrière, mais ce n'est pas une Génial. saison de Ouais. F2 entière, c'est Ouais. des petits challenges, des petits touchs comme ça avec des cinématiques, un rival, un super ami que vous retrouvez après en F1. Le Revival Pro Senna, un petit peu décevant parce que c'est pareil, c'est que des petits challenges. On pensait revivre la saison 90 et c'est assez limité. Par contre, un nouveau design absolument exceptionnel sur les courses de nuit. Fabuleux. On peut customiser sa voiture aussi en ligne. Ça, il y a un vrai mode, on va dire e-sport qui est en train de se développer avec ce nouvel opus. Et par contre, vous le voyez ici, l'IA est aussi agressif que notre ami Magnussen. Tant mieux. Ça, Tant mieux. ouais, tant mieux pour les raison, autres. certains. Raison pour nous. Toi qui es le gamer de cette émission, Pierrot, Gamer. est-ce que tu l'attends cet opus et est-ce que tu es un petit peu déçu par les différentes annonces là qu'on a eues cette semaine? Non, je suis Il y en a pas quelques images, on non, peut les non, jouer en en même vrai, temps, hein. je suis pas spécialement déçu par les annonces, bien au contraire. La F2, c'est génial, c'est une très très bonne chose. Faut voir en termes de physics ce qui a été apporté au jeu. Non. Si c'est juste une F1 un peu moins bien faite en termes de ressenti. Non, je pense que c'est une très bonne chose. La F2, c'est vraiment très très cool. Le seul truc sur lequel on s'était Incroyable. tous un petit peu mis dessus en se disant ça va être génial, c'est qu'on s'était dit ouais, on va faire une saison entière de F2 avant de passer en F1. Et finalement, on se retrouve avec 3 événements entre guillemets avant de commencer la F1. Donc c'est un petit peu dommage. C'est une bonne chose pour ceux qui voulaient passer la F2 rapidement et aller directement en F1. Donc bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Les graphismes, encore une fois, il y a eu un step up, mais Ouais, là, ils sont il y a quand même du incroyables, brouillard. là, Je trouve qu'il y a beaucoup de brouillard à Bahreïn. C'est un Non, petit mais peu là, dommage, mais t'as l'impression que c'est. mais c'est vrai qu'il y a un vrai step up. Non, mais... Non, il y a un vrai step up en termes de graphisme, donc ça c'est aussi une bonne chose. L'IA sera toujours fidèle à elle-même, je pense qu'elle va pas changer énormément de choses. Et par contre, je suis un petit peu déçu aussi sur la rivalité Senna-Prost qui finalement, en fait, on nous vend 2 voitures et puis pas grand-chose d'autre, quoi. Avec 2 scénarios, mais 2 voitures sur le circuit, ça manque un peu de sens. Après, le vrai step aussi, c'est la date de sortie. Hein. Ouais, Parce que on ça a avance. 24 juin. C'est vrai. On Au était début, c'était en toujours septembre, frustrés. octobre. de se taper un jeu qui, au final, allait être obsolète 4 mois après, en fait. Donc là, ça fait plaisir de se dire qu'en pleine saison, on va pouvoir jouer avec les pilotes actuels. Après, est-ce qu'ils vont actualiser
le niveau des bagnoles en fonction des évolutions. Ouais, normalement, il y a toujours une petite mise à jour au niveau des performances pour remettre à jour les perfs parce qu'ils prennent toujours celle du début de saison, puis après, ils font un petit réajustement. Mais et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que depuis 2017, ils font les F1 eSports. Et puis, cette année, ils ont intérêt à ce que le online déjà marche très bien. Parce que depuis 2 ans, c'est pas tout à fait ça, même depuis avant, c'était pas encore ça. Et puis aussi, il y a quand même un travail qui a été fait sur le online, ou en tout cas sur la manière d'aborder le online, donc c'est une bonne chose. On verra quand on aura le produit fini entre les mains pour savoir ce que ça vaut. Et on le testera, les amis, tous ensemble. On verra qui est le meilleur autour de ce plateau, permis ou pas permis. En tout cas, sur la PlayStation. Je vous rappelle C'est ça qu'Emmanuel n'a pas le permis. l'avantage. Ouais, c'est vrai. pour ça que je suis Ah un ouais pistonné. Ah oui, je n'ai pas le permis. Je présente une Ce émission de Formule 1 scandale. et je n'ai pas le permis. Direz-le moi, s'il vous plaît. Je suis donc un pistonné. Les amis, c'est l'heure du quiz tout de suite. Aïe. Allez, très rapidement, qui aime la Formule 1, qui aime les pilotes, aime forcément les casques. Et donc, pour le premier quiz, on va partir sur des casques. L'idée, je vous propose un casque et vous me donnez le nom et le prénom du pilote concerné. On commence avec un très facile, c'est un contemporain. Philippe Massa. Massa. Felipe Massa, faut dire nom et prénom. il est à Retiens ce droite. qu'on te dit, Brice. Un casque un petit peu plus ancien, cette fois-ci. Mika Hakkinen. Hakkinen. Ah, putain, Il est ici. Moi, j'ai l'impression que tu l'as dit avant. Ouais, j'ai dit avant, mais j'ai pas dit Mika. J'ai dit T'as avant, pas mais dit j'ai pas dit Mika, Mika. c'est vrai. Bon, Attention, Hamza, tu fous quoi on remonte le Attends. temps en Formule 1 Voilà, voilà. avec ce casque. Graham Hill. Bravo. Oh. 2-1 pour notre ami Despiello. Et le dernier, Ah, il est beau, elle a le dernier, c'est un petit peu plus récent. Jean Alési. Bravo. 3-1. 3-1 pour Bon, bah, notre les ami gars, On n'a je pas suis désolé, hein, non, mais on fait une émission de F1 là ou pas? Mais ça Je tombe comprends bien, pas. faut qu'on finisse vite. Les amis, on va terminer avec un qui suit. Je vais y arriver. Mais il est archi difficile. Oh, Archi punaise. difficile. C'est pas votre génération, c'est Ah, pas si la on mienne. trouve en moins de 2 secondes, ça. Je suis né le 23 décembre 1962. J'ai aujourd'hui 56 ans. J'ai couru 47 courses en Formule 1 pour absolument aucune victoire. Ah, mais On n'a jamais trop su quelle était ma nationalité. Je suis né au Quoi Luxembourg, mon père est belge, ma mère est allemande, Verstappen. mais puisque j'ai grandi à Bruxelles, j'ai couru sous licence belge jusqu'à 92. Jacques X. Bah non. Non, non, Avant non. de switcher, Jean-Pierre Jabouille. non, avant de switcher pour une licence française en 92. Beltoise. 92. 91, je passe du rêve au cauchemar. Écoutez bien, Oh, engagé en Formule 1 avec Jordan, je remporte les 24 heures du Mans avec Mazda, mais quelques semaines plus tard, écoutez bien cette histoire, elle est extraordinaire. Quelques semaines après ma victoire aux 24 heures du Mans, je me bagarre avec un chauffeur de taxi à Londres, je suis condamné à 24 mois de prison ferme, Mais c'est qui ce mec? et un petit débutant me remplace alors à pied levé un certain Michael Schumacher. Oh merde. J'ai pas. On va peut-être C'est- leur donner un petit indice. Bertrand avec- Gachot. Oh, il l'a. Oh, il l'a. Ah. Oh, il l'a. Oh, il est très très chaud. Mais écoutez, Pierrot l'emporte. Bertrand Gachot ici présent. Regardez sur ses Incroyable. Qui le photos. patron? Parce que Bertrand Gachot, c'est devenu un grand sponsor. Il a monté sa marque de boissons énergisantes qui sponsorise notre ami Gros sponsor. Checo, Checo Pérez. Là, il y a Et 2 énormes canettes. Et regarde. pourquoi Bertrand Gachot? Parce que c'est le pilote préféré, les amis, de notre producteur Erwan Abotret. Puisque c'était l'ancien coéquipier On aurait- aussi pour ça. de Paul Ah oui. Belmondo. On en a parlé pendant Putain, toute on la aurait pu préparation, les amis. savoir. Voilà. Aïe, aïe, Non, aïe, aïe, pensez aïe, à aïe, aïe. Il faudrait un jingle Magnifique. d'Erwan non qualifié. Paul Belmondo, Bertrand Gachot. Les amis, merci beaucoup en tout cas pour cette très très belle émission. Félicitations à vous tous. On se retrouve mardi prochain, juste après bien sûr le Grand Prix d'Espagne qui se passera à Barcelone. Et on a rendez-vous tous les mardis qui suivent les week-ends de Grand Prix. Merci Pierrot, merci Brice, merci Hamza. On a déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine des Pistonnés. Salut, salut. Ciao, ciao. Salut à tous.